Bonjour à chacun, soyez les bienvenus dans le cadre de ce webinaire sur la question éthique et numérique. Nous allons pouvoir tenter avec les différents intervenants qui vont parler et avec vos questions pouvoir et tenter de faire rimer ces deux mots, éthique et numérique, en espérant que nous puissions vous apporter des questionnements supplémentaires et des réponses qui viennent nourrir notre réflexion et construire nos pratiques et nos actions sur nos terrains, chacun pour dans nos spécificités. Merci encore de la participation des intervenants et de la présence des différentes personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Vous aurez la possibilité de poser vos questions au travers du chat. Et merci à Lisette de pouvoir remonter ces éléments-là en espérant que ces différentes réflexions puissent nourrir votre réflexion à chacun. Je laisse donc la parole dans un premier temps à Madame Brigitte Serroussi qui va pouvoir se présenter et ainsi vous parler de son intervention. Merci Madame Serroussi. La parole est à vous. La délégation ministérielle au numérique en santé est en charge de la mise en œuvre de la feuille de route de Ma Santé 2022. Et au sein de cette délégation, il y a eu réellement une prise de conscience sur le fait que le numérique en santé que l'on voulait était un numérique en santé citoyen, respectueux des droits, humanisé et donc éthique. Donc il a été comme une évidence de créer cette cellule éthique du numérique en santé au sein de la délégation, que j'ai le plaisir d'animer. Cette cellule, elle vise à développer des méthodes et des outils permettant d'évaluer la dimension éthique des solutions numériques, et elle s'attache à définir, on va dire, un référentiel éthique. On s'aperçoit que déjà dans le serment d'Hippocrate, il y avait des notions qui sont très contemporaines sur le respect, l'absence de discrimination, la protection, l'information, la confiance et le fait de taire les secrets. Et si on croise l'éthique selon Hippocrate avec l'éthique du numérique, qui finalement aura comme dimension le fait d'être facile à utiliser, accessible à tous, au service de l'utilisateur et pas l'inverse, et une dimension d'éco-responsabilité, on peut envisager que l'éthique du numérique, ça reviendrait à ces notions-là. Mais finalement, dans la santé, il y a un peu plus que ça, il y a des choses qui sont plus spécifiques encore, et notamment, il y a des outils. Il y a des outils tels que les dossiers patients informatisés des systèmes d'information hospitaliers ou des systèmes des logiciels de ville. Il y a des dossiers patients informatisés donc, chez les généralistes, les médecins spécialistes dans la ville. Il y a le dossier résident informatisé des systèmes d'information du secteur médico-social. Ça, c'est des outils en fait, sur lesquels les professionnels finalement se penchent. Et de plus en plus, ces outils s'ouvrent vers les utilisateurs grand public de ces outils, notamment avec des applications de santé qui en fait vont parcourir tous les différents besoins du grand public. Et la difficulté, c'est pas de les poser les uns à côté des autres, tous ces outils, mais c'est de les faire fonctionner ensemble, toutes les notions d'interopérabilité qui sont très, très importantes pour le confort de l'usage. Alors, finalement, si on fait une synthèse de tout ça, l'éthique du numérique en santé, il y a beaucoup de choses. Il y a la confidentialité, la transparence sur les performances, la transparence sur les traitements, les notions de consentement éclairé, la transparence sur l'existence de sous-traitants au niveau d'une interaction avec un éditeur. Il y a aussi tout ce qui est numérique inclusif, avec un numérique qui n'est pas intrusif, qui est utilisable et facile d'accès, accessible à tous, qui propose des accompagnements à la prise en main, qui propose aussi un support humain quand c'est nécessaire. Puis il y a tout ce qui est le chapitre de l'intelligence artificielle, avec l'explicabilité, le respect de l'autonomie décisionnelle, l'absence de biais, la détection des dérives, la garantie humaine dès lors qu'un système d'intelligence artificielle est utilisé. Et puis, il y a aussi une tendance d'éco-responsabilité, puisqu'on sait que le numérique a un impact environnemental qui n'est pas nul et qui va aller en augmentant puisque le numérique se déploie. Et là, en gros, on fait appel à des principes d'éco-conception, d'accessibilité en faible débit, de limiter la consommation des ressources et de réduire l'impact environnemental. Donc, toutes ces petites étiquettes ne sont largement pas exhaustives, mais elles dressent finalement un tableau de l'ensemble des considérations qu'il faut avoir, sachant qu'en gros, elles partagent quand même quelque chose, c'est le besoin d'informer,
le besoin de garantir la transparence des traitements et le besoin d'asseoir finalement cette interaction sur la confiance. Parce que sans ce triptyque-là, il n'y aura pas d'adhésion des utilisateurs, il n'y aura pas d'usage. Or, le numérique en santé, s'il doit être éthique pour favoriser l'adhésion des utilisateurs et donc les usages, il faut aussi savoir qu'il n'est pas éthique de ne pas faire bénéficier le plus grand nombre des bénéfices du numérique en santé. Donc, on est en fait dans une espèce de quadrature où on a besoin du numérique en santé, mais il faut qu'il soit éthique. C'est pour ça que l'éthique du numérique en santé s'est invitée dans la loi. C'est la première fois en 2019, avec la loi Ma Santé 2022, qu'on introduisait cette notion d'éthique du numérique en santé. Et il s'est également invité dans la feuille de route du virage du numérique en santé, avec au niveau des référentiels socles, une dimension éthique instrumentée par une boîte à outils que la cellule éthique de la délégation avait pour objectif de construire. Donc, cette cellule éthique, en gros, elle va travailler à proposer des référentiels de façon à permettre d'assurer les garde-fous éthiques de tous ces outils et de tous ces usages pour asseoir le virage numérique en santé dans un cadre de valeurs, les valeurs éthiques. Alors nous, au niveau de cette cellule, on ne fait pas de l'éthique hors sol, c'est-à-dire de l'éthique un peu théorique. Nous, on fait une éthique pragmatique et opérationnelle et on construit des référentiels. Alors, dans le cadre du médico-social, pour être tout à fait honnête, le groupe de travail vient d'être développé et d'être construit. On a eu une première réunion et en gros, voilà, je vous livre en fait en vrac des choses qui ne sont pas encore bien formalisées, mais qui sont assez illustratives des problématiques que les gens ont. Donc, en gros, au niveau du secteur médico-social, on est très concerné par la compréhension du numérique par tous les publics, et notamment par les personnes en situation de handicap. Et c'est une question qui rejoint celle de l'électronisme, dont on sait qu'elle touche un tiers de la population. Il y a aussi dans le secteur du médico-social, plus vraisemblablement que dans le secteur médical-sanitaire, une résistance à l'appropriation des outils, parce que ces outils sont vus comme allant à l'encontre de l'empathie, de l'écoute, du toucher. Il y a aussi une confidentialité qui est très importante dans le cadre légal du RGPD, mais aussi on a une difficulté avec la disponibilité en temps et en heure de l'ensemble des outils et des données. La délégation aux travailleurs médico-sociaux, l'aidant, le mandataire judiciaire qui agit à la place de la personne, quelles sont les solutions que le numérique peut proposer à cette délégation? Et puis, en fait, le fait de permettre l'accès aux outils par les personnes accompagnées, de manière à leur garantir leur pouvoir d'agir, alors que souvent, c'est vrai, les logiciels sont conçus plutôt pour les professionnels. Donc, il faut garantir l'accès aux informations en fonction de l'autonomie de la personne, et notamment mon espace santé, que vous avez déjà travaillé au cours de MOOC précédents, mais avec, attention, un signal d'alarme, c'est qu'il faut que les établissements poussent les informations vers mon espace santé. Et puis, la capacité à comprendre et à interpréter les informations, donc attention également aux langages qui sont difficiles à comprendre, à un partage qui peut parfois être contre-productif dès lors que l'information n'est pas lisible, n'est pas compréhensible. Donc, aller vers une normalisation des contenus, des pictos, une personnalisation des interfaces pour les usagers. Et enfin, je vous donne les premiers critères sur lesquels nous avons commencé à discuter. Donc, le fait qu'il doit y avoir un parcours de formation à l'usage des services numériques adapté à chaque professionnel utilisateur. Un accompagnement doit être proposé à l'ensemble des professionnels pour l'utilisation des services numériques. L'innovation doit être élaborée avec les utilisateurs et les bénéficiaires bien en amont du développement. Il doit y avoir un processus de retour d'expérience qui doit être mis en place sur l'usage des services et outils numériques pour favoriser l'analyse des pratiques. Tous les professionnels doivent avoir accès à un équipement informatique ou numérique dans un espace qui est adapté et garantir la confidentialité. Les professionnels ont une connaissance approfondie de la réglementation qui est liée à la protection des données de santé, dont le RGPD. Les professionnels sont régulièrement sensibilisés, informés de l'importance de la bonne gestion des données sensibles. Les professionnels ont connaissance des terminologies à utiliser dans la production d'écrits qui ont vocation à être accessibles à tous, de façon à ce que ça soit compréhensible par le plus grand nombre. Il existe une charte des bonnes pratiques informatiques et de gestion des données dans la structure. Et le plus important, vraisemblablement,
Le projet personnalisé est à la main de l'usager et de ses aidants et n'est pas une production strictement professionnelle. Voilà les choses dont je voulais vous parler pour introduire finalement la discussion. Et je vous mets mon adresse email si vous avez des questions, et si vous en avez même maintenant. Et je vous remercie de votre attention. Donc, j'arrête le partage pour redonner la main à Jean-Louis. Écoutez, merci pour cette démarche introductive et explicative concernant effectivement la situation du numérique en santé. Les éléments de question pourront être à un moment donné recueillis par Lisette et amenés en fin de session, en fin de séance, pour que nous puissions répondre à vos questions et ainsi dispatcher les questions en fonction des différents intervenants. Moi, j'en aurai une, mais je la garde pour l'instant. Quoi qu'il en soit, cette démarche, effectivement, d'action et de confidentialité, de délégation, de compréhension, de formation indispensable, d'identification, correspond effectivement bien dans une démarche à notre secteur. Et ultérieurement, ma question concernera l'élément de résistance. Je la poserai ultérieurement. Je propose maintenant à Madame Marie-Catherine Tim de pouvoir intervenir et nous apporter une approche de la question des personnes concernées, des usagers, sur à un moment donné cette notion effectivement d'éthique en relation avec la question du numérique, et en vous remerciant de votre intervention par avance, Madame. Merci beaucoup. Je suis Marie-Catherine Tim, je suis une personne en situation de handicap, puisque je me déplace en fauteuil roulant. J'appartiens à l'association APF France Handicap et je suis en même temps très impliquée dans France Asso Santé, dont je suis la secrétaire générale Auvergne-Rhône-Alpes. Notre association, ça se préoccupe depuis longtemps du passage au numérique. Slide, s'il vous plaît. Merci. Oui, ça fait déjà un moment que APF France Handicap se préoccupe de déployer le numérique dans ses établissements et services, et au service aussi des adhérents, parce que nous sommes une association gestionnaire, mais aussi une association avec un mouvement associatif très fort. Donc, le 19 novembre dernier, nous avons fait un séminaire sur le sujet dans la droite ligne de notre projet associatif qui s'appelle « Pouvoir d'agir, pouvoir choisir ». Et on a organisé cette journée sur le thème « La révolution numérique comme levier de la transition inclusive ». C'est pour témoigner de notre engagement sur ces deux thématiques qui sont très liées. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on était déjà investi en 2019 dans des expérimentations, des projets, des dynamiques et des partenariats justement pour essayer de déployer notre SI médico-social et déjà avancé sur un certain nombre de ces projets. La slide suivante, s'il vous plaît, des partenariats bien installés. Donc, le numérique, pour nous, c'est un outil, un levier au service d'un objectif qui est l'amélioration de la qualité de vie, la qualité des soins, des accompagnements des personnes vivant avec un handicap. Cependant, nous avons pointé une vigilance que ces systèmes d'information n'ajoutent pas une fracture supplémentaire pour des personnes qui sont vulnérables. Et puis, de la nécessité de développer notre SI sur des bases éthiques et responsables, qui est un peu l'ADN de notre association. Merci. Donc, ce système d'information et nous souhaitons vraiment le mettre au service de la transition inclusive, parce qu'il y a longtemps que notre association
et sur la désinstitutionnalisation et pour une transition inclusive. Pour exemple, nos établissements sont ouverts sur la ville et puis on est plus sur des stratégies de prestations que sur des logiques de place en établissement, donc de prestations par des plateformes. Donc l'importance stratégique que constitue ce système d'information, c'est qu'il doit être au centre des valeurs de l'association. Le prérequis incontournable pour construire ce système d'information, c'est qu'il soit capable d'interagir avec celui des pouvoirs publics. Cependant, il y a un problème d'hétérogénéité et d'interopérabilité des systèmes d'information. Merci. Alors, nous avons quand même identifié les leviers pour accompagner cette transition numérique. Et notamment, il nous semble très important que les professionnels soient acculturés à la e-santé. Ça passe par un accompagnement dans le développement, le partage de l'information sur les socles du numérique et puis de la formation. La collaboration et la coopération sont également indispensables pour rassurer les acteurs, parce qu'il faut faciliter la mise en réseau et le partage des pratiques. Mais comme nous sommes une association nationale, c'est peut-être un petit peu plus facile de provoquer cette acculturation et de mettre en place cette collaboration et cette coopération. D'ailleurs, il y a un outil qui nous aide, enfin qui peut aider le médico-social, qui a été créé par la NAP pour aider les directeurs de structure à comprendre l'usage du système d'information, à élaborer une stratégie numérique dans une réflexion CEPOM. Cependant, l'approche doit rester résolument fonctionnelle. Les outils du numérique doivent participer à créer de la valeur au sein des établissements et leur déploiement doit s'intégrer à la pratique quotidienne des professionnels. Alors en Europe, on parle de numérique humaniste non financier qui se veut raisonné. Et APF France Handicap travaille au développement d'un numérique qui n'exclut pas. Dans nos délégations, nos structures, nos établissements, nous suscitons une démarche proactive à travers le développement de nouveaux services et de nouveaux projets. Le numérique nous accompagne dans le passage d'une offre de place dans nos établissements et services médico-sociaux à une offre de prestations. Et nos usagers, nos adhérents, nos résidents, nos élus sont invités à être partie prenante de l'évolution, accompagnée par la mise en place d'une évolution accompagnée par la mise en place d'un système d'information qui soit en adéquation avec nos valeurs et notre projet associatif. Alors, nous avons déjà travaillé sur le sujet, fait un état des lieux du déploiement du SI à APF France Handicap, mais aussi relevé qu'il y avait un certain nombre de projets innovants qui sont en cours dans toutes nos régions. Par exemple, faciliter l'accès à l'offre de télémédecine. En Bourgogne-Franche-Comté, des téléconsultations ont lieu avec des services spécialisés dans des CHU où des conventions ont été passées pour suivre certains de nos résidents et de nos adhérents qui ont des maladies rares et pour qui il est extrêmement difficile de se déplacer pour aller sur des consultations très spécialisées. Et ce n'est pas seulement dans l'établissement où il y a vraiment une pièce dédiée à ces consultations de télémédecine, mais aussi une valise contenant les outils nécessaires pour faire ces téléconsultations
au domicile des personnes lorsqu'elles ne sont pas dans l'établissement. Alors, nous faisons très attention à prévenir la fracture numérique ou l'isolement. Et notamment, dans nos délégations, ce sont des adhérents qui ont un chez eux pour les accompagner à l'utilisation du numérique. Alors, notamment par la mise en place de tiers-lieux où ces personnes sont accompagnées par des jeunes de nos établissements qui ont une expertise dans le numérique et qui leur permet de développer leurs compétences et de pouvoir éventuellement plus tard accéder à un emploi dans le domaine. Voilà, on a fait des travaux sur les dispositifs de communication adaptés, notamment la disponibilité d'enquêtes de satisfaction, de support de communication. Nous expérimentons aussi la domotique en favorisant la domotisation des lieux de vie, notamment dans un foyer de vie. Et puis, dans un autre établissement, on a investi dans des imprimantes 3D permettant de créer des prothèses ou des aides techniques. Puis, nous avons mobilisé un financement pour un conseiller numérique. On a fait du lien avec la mise en place du Fab Lab ou du Living Lab dans les territoires, parce que c'est une spécificité de notre association. Nous avons depuis très longtemps un Fab Lab au niveau national, et maintenant, dans les territoires, nous pouvons faire des propositions sur ce Living Lab. Et puis, un des derniers exploits, c'est un petit robot, l'ECA, que l'on déploie dans les CANSP et les IME. Et tout ça, c'est valorisé, diffusé au niveau national dans toutes nos délégations et dans tous nos établissements. Merci de votre attention. Écoutez, merci pour votre intervention. Donc, on comprend bien que la démarche au travers de l'APF, c'est que le numérique est au service de la personne et qu'elle est dans cette action comme une relation aussi d'expérimentation, que ce soit au travers des Fab Labs ou des Living Labs, et ainsi pouvoir construire avec les personnes, les outils, je dirais, une vie quotidienne de qualité pour les personnes qui en ont besoin. Et ça rentre effectivement pleinement dans cette logique aussi du travail social qui est le soutien des gens, tout simplement. Merci encore pour votre... On construit pour, mais aussi avec. Oui, tout à fait, exactement, sur les deux éléments. Merci encore. Nous allons pouvoir maintenant passer la parole à Monsieur Vincent Rial, auquel je laisse la parole directement. Merci beaucoup, Monsieur Rial. Merci pour cette invitation et cette confiance de Lisette Cazelet et de Formatique Santé que j'admire beaucoup. Alors, donc moi, je crois que j'ai pour mission de parler des problèmes éthiques posés par le numérique, de la façon, disons, que j'ai vécu, découvert au cours de ma carrière. Je suis maître de conférence, praticien hospitalier, émérite, je suis donc retraité, émérite de l'université Grenoble-Alpes, et j'ai collaboré dans le cadre de la Haute Autorité de Santé à l'élaboration du référentiel bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé il y a quelques années. Alors, les questions éthiques soulevées par les usages du numérique concernant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, de perte d'autonomie ou de grande précarité sont nombreuses. Je ne vous présenterai pas de PowerPoint, je vous les décrirai simplement, mais en général, j'écris
et je publie à peu près tout ce que je dis, donc ça devrait suivre, mais en tout cas, j'espère que ça sera assez clair. Alors, elles sont donc nombreuses. Je les ai vécues à travers de à travers de très nombreux projets universitaires, mais également de très nombreuses rencontres. Et je les ai classées dans deux types de grandes raisons. Elles sont nombreuses en raison des caractéristiques même qu'a pris le numérique aujourd'hui, c'est-à-dire il a tout envahi à peu près, il y a un foisonnement des applications absolument faramineux, et puis il y a la dimension, je cite, radicalement nouvelle d'ubiquité et d'universalité de ces effets. Là, je cite le Comité national d'éthique et son groupe consacré à l'éthique du numérique. Alors, la deuxième grande raison, c'est la raison des personnes elles-mêmes, et je parlerai beaucoup de ces personnes dans ce petit discours, parce qu'elles sont très nombreuses dans les situations qu'on connaît de perte d'autonomie, de handicap, de grande précarité. Elles sont très nombreuses et les professionnels, les gens qui sont auprès d'elles, les aidants familiaux également, sont très divers. Les personnes sont très, très diverses, même si on peut les catégoriser facilement. Les situations de vie sont très nombreuses et le numérique va à peu près, peu ou prou, tout influencer. Alors, pour les aborder un peu concrètement, et avant d'en parler de manière un peu plus précise, je les ai classés dans 3 grands domaines, des domaines que j'ai empruntés à la sémiotique de François Rastier. Ça a été pour m'aider, simplement. Le domaine identitaire, dans lequel on va trouver les questions qui touchent directement le corps, la personne dans son intégrité, c'est-à-dire les limitations physiques et les souffrances psychiques. Ensuite, on trouve le domaine proximal qui va regrouper toutes les questions qui ont trait aux interactions et aux relations entre les personnes fragiles ou vulnérables et les intervenants et le monde d'une manière très, très générale et par écran interposé. Et enfin, le domaine distal, où se rangent toutes les questions éthiques touchant l'environnement institutionnel, la citoyenneté, la place et la considération, ou à l'inverse, justement, le déni d'existence de ces personnes, de ces souffrances, parfois des personnes, effectivement. L'agisme dénie un petit peu l'existence des personnes très âgées. Et que ces personnes soient dans des situations de fragilité, de précarité, qu'elles soient des aidants familiaux, mais également des intervenants professionnels du social, du médical, du médico-social, sont susceptibles de rencontrer des problématiques qui les affectent. Alors, dans le domaine identitaire, on trouve les problèmes de surconsommation de médecine connectée, on parlera de cyberchondrie, par exemple, on trouve les problèmes d'exposition au harcèlement via le numérique, d'addiction aux réseaux sociaux, on parle de cyberdépendance, d'intimité exposée dans l'inconscient des conséquences, on parlera des problèmes d'extrême naïveté et d'inconscience vis-à-vis des effets de manipulation que ce numérique permet. On parlera de la captation d'attention par des algorithmes d'intelligence artificielle visant à augmenter les durées de contact avec des publicités à travers les écrans. Et ces problèmes peuvent ne pas beaucoup toucher les personnes âgées elles-mêmes, mais on y vient. C'est quelque chose qui fait tache d'huile, malgré bien sûr des prises de conscience solides, et je crois qu'au niveau européen, on est en train de s'armer. Mais enfin, c'est quelque chose qui a tendance quand même à beaucoup perdurer et voire s'étendre. Ensuite, dans le domaine proximal, le deuxième domaine, on trouve l'immense révolution, ou en tout cas la petite révolution de la visioconférence. Je commence par elle parce que la pandémie du coronavirus a véritablement souligné l'importance, l'utilité de la visioconférence pour débloquer de nombreuses situations d'isolement et de perte de mobilité de toute la population pour le coup. Et donc, quantité de médecins traitants qui rechignaient s'y sont mis, quantité de malades qui hésitaient à sortir par risque de contagion ont aussi découvert ce moyen, déjà mis en place d'ailleurs, ça a été rappelé, mais ça a commencé par la loi sur la télémédecine, la loi HPST de 2009, c'était là le tout début.
Alors, le monde médical connaît une véritable transformation dans la relation proximale de médecin-malade. C'est une relation qui va dans le bon sens d'une manière générale, mais dont il faut aussi, à l'égard de laquelle il faut également être très, très vigilant. Alors, il n'y a pas que la relation médecin-malade qui profite et qui pose quelques questions pour lesquelles il faut être vigilant, c'est toutes les autres professions du médico-social, du social, parce que la simple téléphonie mobile, maintenant, est passée en visioconférence avec Skype, FaceTime, Zoom, etc. On a aussi vite fait de passer en visioconf qu'à passer un coup de téléphone. C'est devenu maintenant extrêmement général. Donc, il y a beaucoup plus de proximal, beaucoup plus d'opportunités, du coup, hein, offertes à des gens mal intentionnés, des gens habiles, des malfrats, d'entrer en interaction directe avec des personnes fragiles, crédules, etc. C'est facile, surtout avec un peu de séduction. Et là, il y a une vigilance vraiment à accroître et une éthique, je dirais, nouvelle à élaborer sur l'usage de ces contacts directs par visioconférence. Alors, le domaine proximal contient aussi les robots. Les robots sociaux, les robots affectifs, dit encore émotionnels. On parle de chatbots, c'est sur les écrans, on parle des robots, poupées humanoïdes, androïdes, etc. Ces robots sont à très forts enjeux éthiques, car ils les imitent de plus en plus à la perfection. Il faut vraiment aller les voir pour le croire, parce que c'est presque ahurissant, mais on le voit beaucoup sur Internet. Ils imitent à la perfection les expressions du visage et du corps, ainsi que les expressions des sentiments humains les plus profonds. C'est confondant, hein, c'est absolument sidérant. Il s'agit de l'emprise insidieuse des machines parlantes, pour citer une expression de Serge Tisseron, qui est aussi le titre d'un de ses ouvrages. Et l'éthique dans ce domaine est déjà avancée, mais il reste à en faire une véritable culture, parce que faire de l'éthique, ça ne marche que lorsque l'éthique devient vraiment dans la vie quotidienne des gens. Et donc, dans le troisième domaine, le domaine distal, on retrouve ces robots, mais à un niveau de vaste population, étant des objets connectés ou connectables. Ces robots sont aussi des producteurs de données et couplés à des algorithmes de réseaux sociaux, des algorithmes d'intelligence artificielle, de captation d'attention, etc. Ils peuvent parfaitement servir d'observateurs et de contrôleurs de population. Ça a été écrit, ce n'est pas un fantasme, c'est de la réalité. L'aliénation de masse, telle que décrite dans quelques romans de science-fiction fameux, et devient du domaine du possible. Je ne dis pas du tout qu'on y est, je ne veux pas être alarmiste, il faut savoir que ça devient simplement de l'ordre du possible, d'où l'importance d'une éthique de la robotique et des visages animés de type chatbot qui ont l'air de vous parler et de vous saisir par les sentiments. Cette éthique-là de la robotique, des chatbots, est également pas mal avancée. Mais bien sûr, on n'en est qu'au début, hein. C'est vraiment totalement nouveau dans la civilisation. Depuis le début de l'humanité, c'est incroyable. Et dans le domaine distal, on trouve aussi la grande question sociale de l'économie de l'attention, c'est-à-dire la captation, j'en ai parlé, de l'attention par des approches cognitives très sophistiquées, intégrées dans des algorithmes. C'est de la science de la cognition et de la psychologie extrêmement poussée. C'est les techniques de polarisation des esprits dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. Ça existe, c'est très très bien décrit dans des ouvrages à la fois savants et populaires. Et l'affaire Cambridge Analytica, qui avait aidé à l'élection de Trump, en est un exemple tout à fait emblématique. Mais ces algorithmes développent aussi l'intégrisme, le complotisme, les attitudes paranoïaques, etc. Ils sont très, très forts pour ça. Et les gens qui en sont les victimes ne voient pas le coup venir, hein. Ils se considèrent dans leur parfait bon droit.
Dans le domaine distal, on trouve aussi le remplacement non souhaité de personnes par des robots ou des applis. Ça, c'est quelque chose qui existe. C'est vraiment très, très avancé. Alors, dans de nombreux cas, c'est tant mieux, parce que, bon, voilà, je n'entre pas dans les détails, mais dans d'autres cas, ce n'est pas du tout souhaité, désiré, etc. Et puis, il y a l'agisme. L'agisme, selon l'OMS, une personne sur deux dans le monde aurait des attitudes agistes. Et c'est une énormité au niveau mondial. Et les conséquences, je n'entre pas dans les détails, mais les conséquences sont très, très, très coûteuses pour les humains et pour tout le monde, et pour tout, quoi. Alors, je vais rapidement, hein, on trouve aussi l'emprisonnement dans un système technicien trop envahissant, c'est un peu le risque, hein. Le numérique partout, des robots très, très puissants et très utiles, hein, notamment en chirurgie ou dans des tas de domaines, ils sont hyper utiles, mais on vit dans un environnement qui est hyper technicien et hyper robotisé, de plus en plus, il faut le savoir, et ça change la perception, ça change l'état d'esprit. Il faut être très vigilant et plutôt développer des qualités qui nous permettent de vivre avec cet environnement, cet entour, plutôt que d'en être la victime. On trouve enfin les fractures, hein, ça a été évoqué, les fractures numériques, l'exclusion par les technofragiles, ce que j'appelle les technofragiles, c'est-à-dire un petit peu tout le monde, plus ou moins, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Voilà, c'est-à-dire tous ceux qui ne peuvent pas suivre le mouvement accéléré des mutations dues au numérique et d'une manière générale dues aux hautes technologies. Alors moi, j'ai beaucoup côtoyé des gens comme Catherine Olivet et je lui ai emprunté une phrase qui m'a beaucoup servi. Je la cite, « Le principe du questionnement éthique repose sur une évaluation précise et partagée de toutes les circonstances de la situation unique de la personne avec un L majuscule en cause. » C'est-à-dire que lorsqu'on applique méthodiquement en toute conscience ce principe qui est le cœur de l'éthique dans la vie quotidienne, c'est un espèce de golden principe pour moi, alors apparaissent les vrais vices cachés, les vrais cas d'éthique du numérique, c'est-à-dire lorsqu'on vit auprès des personnes qui en souffrent ou qui en sont victimes, c'est là qu'on se rend compte vraiment des problèmes. Et je crois que la personne qui vient de parler l'a quand même évoqué assez clairement, Marie-Catherine Tim, pardon. Alors, seuls des projets tels que Raconter la vie, entre guillemets, de Pierre Rosanvallon, à mon avis, alors c'est bien décrit dans Le Parlement des Invisibles, qui a été réédité, je crois, vers 2019, de Rosanvallon. Raconter la vie est l'un des meilleurs moyens de faire affleurer les vraies questions d'éthique qui nous échappent en général et qui échappent au discours de l'éthique en général. Il faut absolument éviter de tomber, bien sûr, dans l'éthique alarmiste. Ça, c'est très, très important. Il faut à la fois aller voir auprès des personnes qui en souffrent ou bien qui en sont victimes sans le savoir, mais ne pas tomber non plus dans de l'alarmisme inconsidéré. Alors pour cela, je citerai Cynthia Fleury, qui est également très inspirante. Alors je la cite, « Les robots et autres objets interconnectés dont l'objet même est d'interagir émotionnellement au quotidien avec nous seront l'occasion d'une nouvelle manière d'être chez l'homme, même si celui-ci sait pertinemment qu'il a en face de lui un robot. » Parce qu'on finit par savoir que c'est toujours un robot, même s'il est ultra humano-mimétique. C'est quand même quelque chose qu'on perçoit. Donc, c'est donc, plutôt que de grandes condamnations qui sont en général sans lendemain la plupart du temps, c'est donc une nouvelle manière d'être en face de notre environnement ultra technicisé. Raconter la vie est bien plus fort que nombre de déclarations un peu grandiloquentes. L'éthique telle qu'elle est abordée par la DNS est d'allure, je dirais, déontologique, car elle énonce avec précision, avec justesse, avec exhaustivité, ce qui doit être. En grec, déon, c'est-à-dire exactement l'attitude qu'il faut adopter pour que les choses se passent bien,
bien que bien dans la feuille de route de la DNS, justement, ce que nous a présenté Brigitte de manière tout à fait claire et instructive. Alors, voilà. Donc, je voulais le souligner parce que je parle d'une autre éthique, si on peut dire, l'éthique de la vie quotidienne, l'éthique des gens dont on ne parle jamais, qui en souffrent. On en parle quand même ici, justement, dans dans ce séminaire organisé par Formatique Santé. Mais enfin, cette éthique-là, elle est pas déontologique, elle est pas dans ce qui doit être, elle est dans l'écoute. C'est très… voilà. Donc, voilà, ce que je voulais dire également, c'est qu'il est plus question d'une culture à mettre en œuvre. Au-delà de cette éthique, c'est bien sûr de l'éthique, c'est bien une culture qui est à faire émerger, qui est à mûrir dans l'ici et maintenant, dans la prise en compte précise et partagée des circonstances, des situations, des personnes qui vivent au quotidien, qui pâtissent au quotidien, etc. Et ce n'est pas de l'alarmisme, c'est simplement pour que ces fractures dont on n'arrive jamais à bout, hein, il faut quand même le dire, hein, les fractures, fractures numériques, fractures de l'agisme, c'est quelque chose qui traverse, qui perdure dans la société, qu'on le veuille, j'allais dire qu'on le veuille ou non, on ne le veut pas assez, c'est surtout ça. Et puis c'est lié au numérique avec sa dimension, comme je l'ai dit, radicalement nouvelle, d'ubiquité et d'universalité. Le numérique, c'est quelque chose, c'est de l'ordre, c'est un objet monde, comme disait Michel Serres, c'est de l'ordre de l'énergie atomique. Ça peut faire le plus grand bien et ça peut faire le plus grand mal aussi. Alors, je voulais citer les gens qui ont parlé de cette éthique-là dans des termes qui, moi, m'ont beaucoup inspiré. Je citerai Michel Maffezoli, pour qui l'éthique exprime la substance même du vivre ensemble populaire. Fin de citation. Et c'est aussi l'écosophie, à savoir la collective sagesse à l'égard de la maison commune que l'on a à aménager. Donc ça, c'était Michel Maffezoli. Mais j'aimerais aussi insister, pour finir, sur le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, que vous connaissez, le CCNE, qui, dans son avis 128 de 2018, sur la déconsidération désastreuse de la personne âgée en France, en a appelé en direct, je dirais, de manière très convaincante, à la révolution, je cite, à la révolution numérique, la domotique et la robotique solidaire. Et c'est bien sûr de cela qu'il est question ce soir. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, encore une citation inspirante, vous m'excuserez pour ces citations, mais je crois qu'elles éclairent, c'est celle de Roger-Paul Droit, qui, par l'éthique, selon lui, il s'agit toujours de savoir de quelle manière on s'améliore et de dire comment rendre le monde meilleur. Ça consiste aussi à préciser selon quels critères juger les actes des êtres humains. Et ça, on n'en a jamais fini parce que ces critères-là, dès qu'ils arrivent dans la déontologie, ils sont plus assez proches de la réalité de l'instant de ce que vivent les personnes. Donc, ce sont des critères dont il faut à la fois se méfier et qu'il faut renouveler très, très souvent. Et il termine, Roger-Paul Droit, par « Si les questions sont toujours les mêmes, les réponses sont très nombreuses et différentes ». C'est ça qui est important, il n'y a pas de réponse commune. Voilà, j'espère ne pas avoir dépassé trop mon laps de temps et je suis disponible bien sûr aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Rial. Effectivement, vous nous invitez à être vigilants, d'une part, sans entrer dans une logique manichéenne, tout en gardant cet esprit et en construisant cet esprit de finesse et de précision. Merci encore pour pour votre analyse et pour votre mise en garde et en même temps vigilance et approche constructive. Merci beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Perrier pour qu'il puisse à un moment donné nous partager aussi son regard et sa vision concernant cette situation entre la question éthique et numérique et comment il a fait rimer. Merci beaucoup, Monsieur Perrier. Bonjour à toutes et tous. Je fais partie d'une association qui a plus de 45 ans, qui s'appelait très longtemps les aînés ruraux, ça dit bien ce que ça veut dire.
Et maintenant, nous appelons Génération avec un S Mouvement. Voilà, j'en suis membre depuis 20 ans. Ça ne se voit peut-être pas sur mon image, mais j'ai 78 ans et je fais partie effectivement des aînés maintenant. Génération Mouvement a pour vocation l'intergénérationnel. Ça reprend un petit peu les idées qui viennent d'être évoquées, mais principalement pour défendre les personnes âgées dans tout ce qui les concerne. C'est pour ça qu'on a l'agrément santé pour représenter les usagers dans les instances de santé. On l'a depuis 2007. Et c'est à ce titre que nous siégeons dans les centres hospitaliers. C'est mon cas du côté de Joigny dans le Lyon, où je suis président de la commission des usagers. Et je suis également depuis peu de temps vice-président du CVS, Conseil de vie sociale de l'EHPAD, qui est adossé à ce centre hospitalier de Lyon. Donc c'est à ce titre que je peux avoir pas mal d'idées de comment il faut faire. Nous avons également travaillé depuis très longtemps pour les applications pour les personnes âgées au travers de quelque chose qui s'est créé il y a une dizaine d'années sous l'égide d'une ministre, ministre des personnes âgées qui s'appelait Michel Delaunay, qui s'appelle toujours Michel Delaunay, mais qui n'est plus au ministère, et qui avait créé le CNBD, Conseil national de la bientraitance des droits des personnes âgées. Je faisais partie de ce groupe de travail et on réfléchissait à tout ce qui était en train de se développer. J'ai participé aussi à Bruxelles à des groupes de travail sur la santé connectée, où là, on voulait révolutionner le monde par la réglementation des nouvelles normes, etc. Et continuer comme ça, c'est les Américains et tous les GAFAM qui vont inonder le monde. Et là, on n'aura plus notre mot à dire pour les applications qui seront mises au service des personnes âgées. J'ai quitté ce travail d'ailleurs. La base de ce que l'on fait chez Génération Mouvement est assez représentative de ce qu'il faut mettre en place actuellement, puisque je ne vous parle pas des octogénaires, je ne vous parle pas des quadragénaires, quoique toutes les personnes qui arrivent maintenant à la retraite, après 60 ans, sont presque toutes connectées. À mon époque, quand j'ai pris la retraite il y a une quinzaine d'années, on n'était pas nombreux à être connectés. Moi, je me suis connecté par la force des choses. J'étais chef d'entreprise, mon entreprise a été créée dans la région bordelaise et moi, je résidais à l'époque en région parisienne. Donc, c'était plus facile de gérer tout ça plutôt que de me déplacer jusqu'à Bordeaux. Voilà, comme ça, je suis rentré dans ce monde. Génération Mouvement est entré directement de plein pied dans le numérique pour appliquer aux personnes âgées, disons, par l'intermédiaire de Silver Valley, qui est en région parisienne. On a eu un prix pour un projet qu'on avait déposé avec d'INSEO qui présente des jeux dits intelligents. J'aime pas l'expression, mais c'est la copie de l'expression américaine, qui permet de faire travailler des zones du cerveau qui sont très, très peu utilisées. Vous savez qu'on utilise à peine 10% de nos capacités intellectuelles. Voilà. Au niveau de Génération Mouvement, on s'est mis dans la tête d'éviter la fracture numérique, je dirais même les fractures numériques, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, dont l'usage des tablettes et des smartphones. Et pour ce faire, qu'est-ce que l'on fait? On fait de la formation. Alors, Génération Mouvement est divisé, il y a un niveau national et un niveau départemental, et ensuite, ce sont des clubs dans les villages, les villes moyennes, etc., qui sont tout à fait autonomes et qui permettent de se réunir à des tas d'occupations, de jeux,
la plupart du temps de faire des activités de restauration, voilà, mais également de faire de la formation à tous ces nouveaux équipements qui sont quand même assez nouveaux pour toutes ces personnes, et à elles de faire ensuite dans leur club, faire profiter leurs connaissances à tous leurs autres adhérents. Mais le problème nouveau qu'on a sur les épaules maintenant, il y en a deux, le vieillissement de la population et l'arrivée dans les EHPAD, où là, rien n'est prévu. Et la deuxième, c'est le numérique qui est maintenant partout, partout. Vous voulez faire votre déclaration d'impôt, c'est numérique, etc. Donc, on a eu la bonne idée de mettre ça à l'usage des nouveaux moyens de communication, appelés comme ça. Et l'idée, on fait des PowerPoint, etc., dans toutes nos assemblées générales, départementales ou même de clubs, où on favorise la mise en place, à l'époque du DMP, maintenant de mon espace santé, présentation de la e-santé et tout ce qu'il y a derrière la e-santé, démystifier ces nouvelles démarches et technologies et accompagner les adhérents démunis face à la technologie ou n'ayant pas accès au réseau. Pour ce faire, moi, je vous présente ce qu'on a mis en place dans Lyon. On a ouvert tout bêtement ce que certains appelaient des écrivains publics. Nous, on appelle ça des écrivains numériques, ou on peut l'appeler un guichet numérique pour satisfaire les exigences de nos adhérents, soit par une réunion mensuelle à notre fédération départementale à Auxerre, où là, tout le monde vient et on leur aide à remplir leur déclaration d'impôt de manière numérique, où on les aide à remplir eux-mêmes leur déclaration d'impôt, et maintenant on les aide à ouvrir leur, non plus DMP, mais espace santé, et c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui m'embête le plus, c'est au niveau des personnes qui sont dans les EHPAD. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il n'y a pas grand monde pour aider les personnes dans les EHPAD à faire ce genre de démarche. Il y a bien des associations qui vont visiter les personnes âgées en EHPAD. Et bon, ça fait partie des discussions qu'on a actuellement avec Brigitte Servoussi dans son groupe de travail, puisque j'en fais partie aussi, évidemment. C'est de voir des associations de visite de malades. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce domaine? Mais le problème, et là, je n'ai pas la réponse, quid de l'éthique, quid de la vie privée, etc., puisque là, on est très intrusif dans la vie privée des gens. On l'était déjà pour la déclaration d'impôt, on l'est maintenant pour mon espace santé. Mais je n'ai pas de réponse adéquate. C'est les questions qu'on se pose dans un groupe de travail. Et la dernière chose que je veux faire, c'est un petit peu d'expérience par moi-même. Avec tous les problèmes Covid et autres qu'on vient de subir, je ne parle pas du dernier en date, mais c'est aussi un problème pour se retrouver dans toutes ces informations. Vous en avez parlé tout à l'heure. Moi, je veux attirer l'attention sur les fake news qui perturbent énormément les personnes âgées, qui prennent pour content. On leur fait passer des soi-disant directs qui ont été enregistrés il y a 10 ans. Et là, les personnes âgées sont complètement perdues avec ce messagerie numérique. C'est ce que j'appelle moi aussi les fake news. Hein, mais bon. Et ça dure depuis un certain temps déjà. Et avec le numérique, attention à la cybercriminalité, où là, on a eu la bonne idée, et j'en fais partie aussi, du HDH, du Data Hub, qu'on a hébergé chez Microsoft Azure. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de changer aussi. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais l'interconnexion entre le médico-social et le médical
je pense aussi que c'est un des problèmes à résoudre. Un exemple flagrant, ma belle-mère est dans un EHPAD, celui où je préside, vice-préside. Elle part de l'EHPAD pour un problème de santé. Elle va dans l'hôpital support de cet EHPAD. On lui fait à nouveau remplir un questionnaire d'entrée. On la change de centre hospitalier, on lui fait remplir à nouveau un questionnaire dans cet autre centre hospitalier. Pourquoi il n'y a pas d'interconnexion dans tout ça? Là est un des problèmes, et l'éthique, je crois qu'elle est grandement malmenée aussi. Bon, c'est quelques exemples, mais je pourrais vous en citer des dizaines, mais je vois que le temps passe et que j'ai fini mon temps de parole depuis longtemps. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Perrier. Effectivement, vous avez raison de souligner les difficultés que vous soulevez concernant l'interopérabilité entre la médecine privée, la médecine publique, les différents établissements médico-sociaux et ainsi de suite. C'est une réalité au quotidien, effectivement. En tant que nouveau directeur d'EHPAD, je vous promets de faire attention à toutes ces questions et à essayer de faire au mieux de ce qu'il peut, de voir ce qui peut se passer et comment accompagner les personnes dans cette démarche de fragilité, mais aussi de transmettre les éléments à mes collègues avec lesquels je suis en relation de manière proche et constructive. Voilà. Est-ce que, Lisette, il y a des questions qui sont apparues dans le cadre euh, du chat? J'en profite parce que j'ai une question sur la résistance pour Madame Brigitte Serroussi, ça a été évoqué. Au fur et à mesure de ma réflexion, moi, je me suis posé la question de cette résistance en relation avec les pratiques des travailleurs sociaux, et je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas une résistance à l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que le numérique est au niveau de la demande de qualité de ces professionnels et des attentes de ces professionnels? Point d'interrogation. Et je me dis là, l'endroit où ils ont l'impression de mettre les gens dans des cases, eh bien, ils n'en ont pas envie. Donc, quelque part, est-ce que le numérique apporte quelque chose de plus, justement, concernant cette logique de vie auquel ils sont confrontés et auquel qu'ils ont envie de servir aussi, hein, tout simplement. Donc, j'inverserai, moi, la notion de résistance. Alors, je ne sais pas quel serait votre regard, Madame Serroussi, si vous m'entendez. Oui, je vous entends, bien sûr. J'ai envie de vous suivre sur le fond, et après, sur la forme, il y a peut-être des choses un petit peu à revoir. Sur le fond, chaque individu est unique et effectivement, on ne peut pas avoir autant de casques d'individus. Néanmoins, par rapport à des tâches données, des individus peuvent se ressembler, et c'est vrai que de les mettre ensemble permet de comparer les prises en charge, de faire en sorte qu'il y ait une cohérence et de faire en sorte qu'effectivement, on ait à la qualité attendue. Mais je pense qu'il faut avoir une utilisation, entre guillemets, intelligente du numérique, c'est-à-dire prendre ce qu'il apporte en termes de bénéfices, de façon à avoir la qualité des soins ou le rappel des choses qu'on a oubliées ou des tas ou la collaboration entre des différents acteurs qui n'ont pas une unité de lieu, etc. Mais il faut garder le tout structuré, n'est pas forcément la solution. Il faut garder des expressions en langue de situations spécifiques qui devront être lues par d'autres et non pas traitées automatiquement par un système d'information. Donc, moi, je vous suis tout à fait. Hein. Bah, écoutez, merci, Madame Serroussi. Voilà. C'est gentil. Merci pour votre réponse. La lecture, effectivement, il y a une question dans le chat. Comment est-ce que cette résistance pourrait être accompagnée? Point d'interrogation. Alors, oui, alors pour moi, ce n'est pas réellement une résistance, hein, c'est juste d'utiliser le numérique là où il apporte quelque chose. Donc, moi, je n'ai pas réellement je suis pas sur le fond dans la résistance. Je suis juste dans l'utilisation judicieuse. Donc, c'est, de mon point de vue, aux utilisateurs de tirer le meilleur de ce que le numérique peut leur apporter et de garder la relation humanisée, que ce soit une relation entre professionnels au sein d'une équipe de soins, que ce soit une relation entre soignants-soignés. Et voilà, parce que, comme je l'ai dit, hein, je l'ai fait exprès de mettre effectivement ce critère qui était un petit peu pour provoquer, hein, c'est qu'en gros, le toucher, l'empathie, l'écoute,
même avec des robots, puisque c'est ce qu'a dit Vincent, hein, c'est qu'avec des robots, il y aura éventuellement un toucher, une empathie, une écoute. Après, est-ce que ça va suffire? Peut-être pas au début, hein, on va laisser le temps pour faire que peut-être que ça va apporter. Moi, je crois qu'il faut, encore une fois, hein, les outils sont en capacité de produire un certain type de service. Il faut l'utiliser, ce service. Il faut avoir un retour sur les éditeurs de ces outils pour faire en sorte de les améliorer et pour essayer d'aller ensemble vers une direction qui convienne à chacun, sachant que de toute manière, on ne pourra pas mettre tout le monde dans des cases et qu'il restera, je l'espère, en tout cas, je pense que c'est très, très important que ça reste, une relation avec un support affectif humain qui ne soit pas totalement numérisé ou informatisé. Merci beaucoup, Madame Serroussi, pour votre réponse. On arrive au terme de notre… Oui, il y a une question par rapport à la protection des données. Les réglementations hein, au niveau des hébergeurs et au niveau de l'utilisation, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur, notamment au niveau des mails, dès lors qu'on n'est pas sensibilisé, formé au fait de reconnaître un mail qui est suspect. Et donc là, ça passe par la formation, la sensibilisation. Et voilà, comme vous savez, en fait, là, il y a un programme qui est lancé par le ministère de la Santé d'acquisition de compétences en santé numérique et avec un référentiel socle. Et il y a beaucoup de choses sur la cybersécurité. Donc, il y a deux choses. Hein, ce qui est de l'ordre du réglementaire, l'hébergement, tout ça, c'est bien cadré. Et après, il y a les usages, comme l'a dit Lisette, c'est que il faut qu'on soit aussi formé à reconnaître des choses qui sont suspectes et en tout cas qu'on ait un réflexe de ne pas ouvrir n'importe quelle pièce jointe et de ne pas activer n'importe quelle URL. Voilà. D'avoir ce réflexe de se dire attention. Et ça s'acquiert, ça s'apprend. Tout à fait. Donc, on est bien dans une démarche où, à un moment donné, nous avons effectivement des outils à notre disposition qui s'inscrivent dans une logique de service. Nous devons, à un moment donné, construire au travers de ces expérimentations cette approche de sécurisation et de pouvoir, à notre tour et chacun à notre place, et d'où l'on est et avec ce que l'on est, à remettre de l'humain à travers toute cette logique-là, même si on rentre dans une approche numérique. Et le numérique n'écarte pas l'humain, bien au contraire, il le construit au cœur. Je ne dirais pas remettre de l'humain, je dirais laisser la part belle à l'humain et utiliser l'outil comme un outil qui permet d'apporter un certain nombre de services ou du confort dans la rapidité de traitement ou des choses comme ça, mais surtout, ne pas s'éloigner de l'humain. Et donc, sur cette parole, en faisant la part belle à notre humanité, nous pouvons construire ce numérique. Exactement. Ensemble. Simplement ça, merci d'une part à tous les participants de ce webinaire et merci effectivement aux différents intervenants qui nous ont apporté leur éclairage sur ce sujet qui n'est pas si facile que ça, hein, sur les questions numériques et éthiques. Et merci de les avoir fait rimer, en tout cas. Bien. Merci. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'après-midi, début de soirée.